Che, porteño, la noche estalla. Esta es la movida que nunca falla. De la mano del RG, un capo de verdad. Conoces cada rincón de esta inmensa ciudad. Dándole de día y de noche. De noche, wow. Conociendo cada barrio en su auto. En su auto, yeah. No conoces Buenos Aires, mi amor. Dale, siente el calor. Bonjour Laurent, merci de me recevoir chez toi. Je vais dire que c'est hyper loin, que j'ai mis 2 heures pour venir. Je dis la vérité toujours, hein. J'ai mis 2 heures, tu me croyais pas, mais on est aller-retour à 126 km du centre. Ça pourrait déjà être une première question. Ça te gêne pas parce que tu vas souvent à Buenos Aires, non? Je vais souvent à la capitale, notamment pour les réunions avec la communauté Ouais. ou les conseils consulaires, etc. Mais ça ne me dérange pas parce qu'on y vit très très bien. On est D'accord. dans la paix, dans les bois, donc on est heureux. Donc on est à côté d'Escobar, c'est ça? On est du côté d'Escobar, à côté du quartier qui s'appelle Puertos, qui est le deuxième country club, si on le veut, Ouais. qui a été créé par Constantini après Nordelta. Ah, tiens, voilà. Pour ceux qui connaissent pas Buenos Aires, c'est banlieue nord. C'est vraiment la limite de la banlieue. Après, il y a des vaches, c'est vraiment la campagne. Voilà, comme oui. je te disais tout à l'heure, le soir, d'un côté, on voit les lueurs de la ville et de l'autre côté, on voit le noir le plus obscur de la campagne. Exact. Bon alors, on voudrait connaître déjà, bon, le prénom, on le sait. Prénom, nom, ton âge? Laurent Waxman, 40 ans, marié, 2 enfants, en Argentine depuis 1992. Très bien. Ça veut dire que tu es en Argentine depuis quel âge? Depuis mes 8 ans. 8 ans. 7 ans. En fait. Donc je pense qu'à 8 ans, c'était pas une décision personnelle. Pas du tout. Non. J'ai fait partie de ce lot d'enfants d'expatriés, parce que les années 90, comme Il y a Menem comme qui tu est sais, arrivé. il y a Menem, les Voilà. privatisations, et donc la France qui arrive avec toute sa force, avec toutes Ok. les entreprises, et j'ai fait partie du lot. D'accord. Et c'était ton Les père Français ou ta mère qui Mon venait père. travailler? Ton père. Mon père est venu à monter ici en Argentine Sofrecom, qui est une entreprise de télécommunications. Ok. Ça a tellement bien fonctionné qu'au lieu de rester 3-4 ans comme n'importe quel expatrié, on est resté plus de 10 ans, Ok. jusqu'à la crise en fait. Jusqu'à la crise. Voilà. Donc toi, tu avais 17. 17. Très bien. Donc Ah qui oui, dit oui, 17 ans, dit adolescent, dit Voilà. je veux pas retourner en France, donc j'ai fait... Ah oui, tu as fait ta crise? J'ai fait ma crise, je suis resté 1 an en France, et puis je suis revenu tout seul Ah, contre l'avis de mes parents en Argentine. Quand même, quand même. Et en France, t'es allé où? Alors j'ai fait d'abord, à cause du décalage de 6 mois de scolarité, j'ai Oui. été en première. Mhm. J'ai refait 6 mois à Masséna, à Nice, D'accord, chez mon oncle. d'accord. Et puis après j'ai commencé la terminale à Paris, Ouais. dans l'hiver parisien, donc on Ouais. était septembre, octobre, novembre. Ouais, et là, t'avais pas connu ça. j'avais pas Tu connu, te et là souvenais plus, j'ai ça. dit non, merci, non. Ouais, Non, merci, je d'accord. retourne en Argentine avec mes amis, ma petite amie. Mais t'étais mineur. J'étais mineur. Et t'as eu le droit de partir comme ça? Enfin, comment ça? Tu vois, Bon, je rentre dans le. Ouais, c'est un petit peu personnel, mais Bon, excuse-moi, effectivement, il n'y a pas de, non, pas de souci, mais c'était aussi au moment du divorce de mes parents. D'accord. Mon père est parti de la maison, j'ai dû faire un procès Ok. que j'ai gagné, et Très bien. le juge donc pour mineurs Ah, d'accord. m'a donné raison, et donc mon père devait nous aider en Argentine. Ok, mais Jusqu'à en ce fait, que je sois t'as majeur. obtenu la majorité avant. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Non, Non, j'ai pas eu non. l'émancipation. Ah, l'émancipation, J'ai eu non, tu l'as pas eu. le D'accord. juge a obligé mon père à me soutenir D'accord. jusqu'à ce que je finisse les études universitaires, Ok. Mais quand t'es revenu ici, t'es revenu avec ta mère? tout seul. Tout seul? Ouais. À 17 ans? À 17 ans, je travaillais, je faisais le lycée en même temps. Jean Mermoz. Ah, d'accord. Ah, ben là, hein, enfin, je sais pas, mais Dur. ça commence Dure à m'intéresser. Ouais, ouais, C'était ouais. ouais. l'époque. Mais dis-moi, t'as 17 ans, t'arrives ici, et t'as personne. Je veux dire, t'as pas de famille. Non, j'ai pas de famille. Enfin, si j'ai un frère qui est D'accord. celui qui va signer pour moi pour aller au lycée. Ok. Sinon, après, j'ai pas de famille. Et tes Les anciens- mes tes amis anciens du copains lycée, du tout ça, je lycée les ai plus revus non plus. D'accord. À force de travailler, Ok. chacun a fait sa vie. On n'était D'accord. plus, Mais, plus unis donc- comme avant. Oh, oui. Et donc, quand t'arrives, tu t'installes où? Tu arrives à trouver un logement? Alors, Qu'est-ce que tu fais? Je vais loger chez les gens qui travaillaient chez nous avant, D'accord. en fait. Ah ouais. Oui, parce que j'avais créé une grande amitié Ok. avec lui. Et donc je vais dormir et vivre chez lui, et je vais Ouais. travailler comme ayudante pizzero dans sa pizzeria Ah, bah, bien. au fin fond du conurbano, Ah oui, c'était dans quel, à quel- Villa Ballester. Ah oui, dans Banlieue Sud. Ok. Dis donc. Et- D'accord. Et toi, donc je tu dormais chez lui. tu dormais chez lui, tu faisais Voilà. des allers-retours parce que tu terminais le bac, Alors, tu l'avais alors pas voilà, passé non, là. j'avais fait la première, donc, et le début de terminale à Paris.
Oui. Et quand je suis revenu ici, j'ai dû recommencer. Donc j'ai recommencé une terminale. Entière. J'aurais dû terminer en Ouais. 2002 et j'ai terminé en 2004. D'accord. Donc tu arrives Et quand même 2003, à c'est là où obtenir. j'ai Voilà. travaillé tout seul, vécu tout seul, D'accord. etc. Mais Puis en tu arrives quand 2004, même à la fois à être ajudante pizzero, voilà, voilà, pendant la journée, enfin, ou le soir là, plutôt, le soir. et la journée, tu suis les études et tu arrives à obtenir le bac. Voilà, et j'y connais Waouh! d'ailleurs ma copine qui sera ensuite ma femme et la mère de mes enfants. Ah, tiens! Où? Dans la pizzeria En ou au terminale, non, collège? non, au Ah, lycée. d'accord! Mais À j'en sais rien, je te demande. Jean-Mermoz, Ok, très bien. Et j'ai Ok, dû ok. ramer, je suis passé par Herbalife, j'ai fait de tout Ah, t'as tout pour fait. me maintenir. Donc ça, pour situer un peu, on est en quelle année là? Là, le bac, c'est 2004. 2004, Ouais, ok. 2005, je commence l'université. J'ai toujours voulu, depuis tout petit, faire médecine. Ah tiens, Malheureusement, d'accord. Ouais. du coup, ma vie, hein, Oui. c'est Ouais, ce qui ouais, t'arrive ouais, dans la ouais, vie, ouais. m'a pas permis de faire médecine. Je suis quand même allé vouloir m'inscrire, mais c'était trop compliqué de Tu l'as pas travailler fait. toute la journée, c'était impossible. Donc j'ai étudié mon deuxième amour qui était sciences politiques. Et ça, tu avais 18, 19, c'est Ouais. ça? Ouais. Et tu fais où? À la UBA? Ici en Argentine, à la Universidad de Palermo. Parce que Ah, ça a Palermo, été d'accord. une université qui me permettait d'étudier le soir et je travaillais la journée. Ouais, bien sûr. D'abord dans des restaurants comme serveur et tout en vivant à la capitale. Et en vivant dans des résidences et tout comme ça. Et puis après, j'ai trouvé un meilleur boulot en exportation et D'accord. j'ai bossé dans ce métier pendant 14 ans. 14 ans, oui, d'accord. Bon, l'avantage que tu avais, c'est que, tu parlais parfaitement déjà argentin, Comme un Argentin. comme un argentin, Sans accent, parce sans que je suis arrivé très jeune. impeccable. De plus, tu connaissais déjà les codes des Argentins, enfin, bon, une grosse différence avec les Français, voilà, donc... Ayant grandi ici, je connais plus les codes argentins que les codes français. que les codes on va dire français. presque. Donc, disons que tu avais quand même ça de ton côté. Et puis, bon, j'ai l'impression que tu es assez débrouillard quand même. Hein. Enfin, il fallait bien. J'ai pas vraiment eu le choix. Ouais. Tu n'avais pas le choix. Donc, il a fallu que tu fasses ça. Et donc, tu as travaillé jusqu'à d'abord, quelle année, plus ou moins là Alors, j'ai travaillé dans une boîte française donc d'exportation. J'ai fait les premières exportations de cette start-up qui vendait des protéines congelées. Donc, protéines congelées, c'est pour dire poisson, poulet et viande. D'accord. Sur l'Afrique de l'Ouest. D'accord. C'est centré sur l'Afrique de l'Ouest. J'y ai travaillé jusqu'en 2012. Ok. J'ai fait un an à Télécom, Ah oui. en achat d'infrastructure, donc rien à voir. Non, mais t'es comme un Argentin, toi. Tous bah, les ans, tous les 2 ans. Ouais, il passe d'une entreprise à l'autre. C'est de 2005 à 2012 quand même. Ah, quand même, là, t'es resté ouais, longtemps. ouais. C'était même bizarre que tu restes aussi longtemps. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai aidé à faire grandir cette entreprise, donc c'était très passionnant parce que on a 20 ans, on est jeune, on gagne de l'argent parce que c'est l'exportation, on gagne en dollars dans un pays où on vit en pesos, donc c'était bien. Et puis après, la boîte elle grandit, donc on prend des employés, et puis c'était intéressant. Après donc ce petit détour en achat d'infrastructures à Télécom, et en 2012 mon père décède. D'accord. Et après le décès de mon père, j'ouvre ma propre entreprise d'exportation. Voilà. Jusqu'en 2018. D'accord, oui, parce que j'allais te demander, tu as beaucoup d'énergie, tu as envie d'entreprendre, donc il y a un moment ou un autre, il fallait que tu crées ta boîte, là, c'est sûr. Exactement, donc là où je bossais avant, ils se sont concentrés plus sur les produits secs, les farines, les conserves, les produits comme ça, et moi je me suis concentré plus sur les congelés, sur l'Afrique de l'Ouest, sur Dubaï. Et puis tu connaissais déjà et pas sur mal. la France. Oui. Alors, et ça te plaisait? Et ça me plaisait, donc j'y ai misé toutes mes billes. Ouais. Ça a très bien marché. En 2014, j'ai eu mon premier garçon. Oui. En 2015, je suis tombé malade. D'accord. Et en 2018, j'ai dû fermer. Ok. Mais déjà d'avoir un bébé, je pense que tu as dû lever le pied là déjà, non? Bah non. J'ai mis l'accélérateur au contraire. Donc Aïe. toute la semaine, les week-ends, la journée, la nuit, tout le temps. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle disait alors à l'époque? Ma femme, elle aimerait que j'en fasse moins. Surtout à l'époque. À l'époque, surtout à l'époque. Premier garçon, c'était dur. Bébé, hein. c'était dur. Et ouais. Et donc, beaucoup de plaisir. Hein, d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as vendu ta société après comment ça s'est passé? Je mets la clé sous le paillasson parce que le marché avait changé. Je vendais beaucoup sur l'Afrique de l'Ouest et sur les Émirats. Le marché asiatique est venu, a commencé à tout acheter sur l'Asie. C'était pas du tout mon marché. J'ai pas eu le temps de me repositionner. J'ai préféré fermer, passer à autre chose parce que ça faisait quand même donc 14 ans que j'étais dans la bidoche. À un moment, ça va. Peut-être aussi, ras-le-bol. À un moment, on a ras-le-bol. Donc, par contre, quelle était la qualité que j'ai pu donc travailler pendant toutes ces années, c'était quand même l'approche commerciale, parce qu'il fallait convaincre des importateurs en Afrique de l'Ouest qui ne parlent pas forcément
anglais ou portugais ou français, enfin ça dépendait le pays, fallait les convaincre d'envoyer quand même des centaines de milliers de dollars pour acheter des containers entiers de poissons, de poulets. Donc quand même, il fallait travailler les mots-clés. Si on veut, c'était quand même un travail assez important. Donc ma reconversion s'est donnée dans la création, organisation, maintien d'équipes commerciales de pointe. Et donc à partir de 2018, tu as une idée Enfin, quand tu as arrêté ta boîte, je pense que tu avais déjà une autre idée. J'avais l'idée de vendre mes services en tant que consultant dans l'excellence commerciale, si l'on veut. Donc j'ai commencé à aider des startups argentines à s'adapter un petit peu à notre écosystème français, aux entreprises, à la chambre de commerce franco-argentine ici. Donc c'est essayer de vendre à Carrefour, à Total, à L'Oréal, enfin on va connaître un petit peu le milieu français. Et de fil en aiguille comme ça, j'ai connu la French Tech, j'ai commencé à en faire partie. Et là, tu étais jeune. Enfin, je vais pas dire que tu es vieux aujourd'hui, mais tu avais quoi, la trentaine là, non? Ouais, exact. Très bien. Et donc je suis rentré à la French Tech, qui était présidée à l'époque par Sébastien Yanni. Et je suis devenu très ami avec lui. Et pour 2020, je suis devenu son associé. Donc on a ensemble une entreprise de marketing digital, Soiculto. Pour l'instant, au niveau professionnel, tu ne fais que ça? Non. Ah, t'as les deux? Non, je fais pas mal de choses. Non, mais au niveau professionnel, voilà. Non, tout ce qui est trading agroalimentaire, j'ai arrêté. Très bien. Maintenant, je suis 100% dans du consulting et l'entreprise de marketing digital. Ok. Sébastien, depuis, est rentré en France, il est à Grenoble. Et puis maintenant, le nouveau président, c'est Emmanuel Richard, avec qui je suis très ami aussi. Je suis secrétaire de la French Tech, donc j'aide des entreprises quand ils ont des doutes. Hier, par exemple, on était au lycée Jean Mermoz. J'ai proposé au lycée de faire une intervention sur l'intelligence artificielle, les risques de sécurité, les limites, etc. Ok, bravo. Tu fais pas mal de choses. C'est du boulot, oui. Oui, non, mais après, bon, il y a la position de conseiller aide aussi à faire partie de plein de trucs. Mais ça, on va en parler, ça, on va dire, c'est la... automatiquement, on fait partie de la fondation d'entraide des Français d'Argentine. Ah, automatiquement? Automatiquement, enfin si on l'accepte, c'est dans les statuts que les conseillers fassent partie de cette association. D'accord, ok. Qui est une association de bénévoles pour aider les Français en détresse ici en Argentine. D'accord. Donc en fait, au niveau professionnel, en gros, tu travailles quand même tous les jours? Oui. Tu es bien obligé. Hein. Bien obligé. Ma femme travaille aussi, par contre. Mais elle ne travaille pas avec toi? Pas avec moi, non. Elle est plus corporative. Elle travaille depuis pas mal d'années, plus de 15 ans chez Pfizer, dans la pharmacie. D'accord, très bien. C'est bien. Et puis tu as 2 enfants aujourd'hui? Voilà, un grand qui vient d'avoir 12 ans. 12 ans. Que j'ai retiré de l'école française, qui commence à l'école anglaise et le secondaire, et un tout petit de 3 ans. Comme on a dit déjà, bon, tu es à 60 km de Buenos Aires et tu es installé dans ce qu'on appelle ici un quartier fermé, ou barrio cerrado, ou country, enfin bon. C'est ton choix, bien sûr, sinon tu ne serais pas venu ici. C'est notre choix avec mon épouse. En fait, le chemin, c'est on a commencé dans un PH à la capitale. Avec un nouveau-né, notre aîné. D'accord. Et donc on a déménagé ensuite pour des raisons de proximité. Là, tu es à vie à Crespo, tu m'as dit. Hein. On était à Crespo, on est passé à Nordelta, dans un appartement, 3 pièces. Ah, c'était un appart là? Oui, un appartement, mais dans Nordelta, dans l'enceinte de Nordelta, donc c'est un double cercle de sécurité. Très bien. Donc on peut sortir courir, se promener la nuit sans souci ni rien, c'était très sympathique. Ça faisait déjà effectivement un peu loin de l'école. Mais bon, quand on a eu notre deuxième, ça commence à faire petit. Et là, il fallait déménager. Déménager pour une question aussi de plaisir, pour le même prix qu'un PH à la capitale. On a 900 mètres carrés ici, un peu plus loin. Et quand on n'a pas besoin d'aller au centre-ville tous les jours au boulot, c'est magnifique. Oui, ça c'est bien. Magnifique. D'accord. Mais justement, ta femme, elle va... Non, elle va 2 à 3 fois par semaine. Ah oui, avec le télétravail. Parce que Pfizer était à Belgrano, effectivement, mais ils ont déménagé à San Isidro. D'accord. Donc ça fait une demi-heure, 40 minutes d'ici. Oui, donc c'est bon. Et toi, tu y vas combien de fois par semaine? Ça dépend des événements, donc plus par rapport à mes activités dans la communauté que par rapport à mon boulot. Mon boulot, je peux le faire en ligne. Donc, dans mon bureau ici à la maison. Et après, par rapport aux activités de la communauté, ça dépend. Donc il y a des saisons, on va dire qu'il y a plus d'activités tous les trimestres avec les conseils des écoles et les conseils consulaires. Mais j'y vais sinon minimum 1 fois par semaine. D'accord. Il peut y avoir des semaines où j'y vais pas. Ça c'est encore mieux. Voilà. Tu les connais bien, les Argentins? Voilà. Est-ce que tu connais leurs principaux défauts? Non.
Quelle blague tu vas me sortir? Non, c'est une question ouverte, c'est pour ça. Est-ce que tu pourrais me citer quand même C'est pas tellement un défaut qu'ils ont, mais ils vivent dans une situation qui les oblige à vivre au jour le jour et à pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est quand même dérangeant pour les Français qui viennent s'installer. Ceux qui viennent s'installer, ils ne savent pas vivre autrement qu'en planifiant leur vie. Donc c'est le premier choc culturel, je dirais. C'est ça qui est le plus dur. Le plus dur, c'est ça, c'est s'adapter à un pays qui du jour au lendemain... D'ailleurs, c'est un pays qui est reconnu dans le monde du travail. C'est un pays qui est reconnu, l'Argentin, il est reconnu pour être celui qui a les capacités les plus ouvertes, les plus grandes à s'adapter au changement. Quand il y a une situation avec 3% d'inflation, tout d'un coup, les dirigeants américains, ils s'arrachent les cheveux. L'Argentin, il règle le problème en 5 minutes, c'est pas un souci. Même 3% par mois, c'est rien même. On a l'habitude de réécrire notre business plan tous les 15 jours ici. Exact. Donc c'est quand même, pour venir en Argentine, il faut quand même avoir les reins un peu solides. Un peu solides. En tout cas, tu vois comment tu rebondis parfaitement, parce que je te demandais qu'est-ce qui est le plus exactement le plus troublant chez l'Argentin, et tu es en train de me dire que finalement c'est pas un défaut mais un avantage d'être totalement instable et de pouvoir justement s'adapter à n'importe quoi. C'est un pays qui attire beaucoup, non seulement par son architecture et ses mœurs, mais c'est un peuple très attirant. Pour nous les Français qui venons ici, on a du mal à partir. Oui. Je connais beaucoup de Français qui sont venus, ils sont tombés amoureux, sont mariés avec une Argentine et maintenant ils peuvent plus partir. Ils veulent plus partir. Veulent plus, peuvent plus, ça dépend les cas. Mais c'est un pays qui attire beaucoup. En tout cas, bon, je profite de t'avoir sous la main parce que je pense que jusqu'à présent, de toutes les vidéos, tu es celui qui connaît vraiment le mieux le pays. Tu crois qu'en 2026, ça vaut le coup de venir ici, s'installer quand on est français? Mais ça dépend, il y a plein de questions, la réponse c'est encore des questions, avec quelle situation économique, avec quel type de travail. C'est un pays qui est reconnu plutôt attractif pour les nomades. Les nomades aujourd'hui, les jeunes qui gagnent suffisamment d'argent, ils peuvent se payer l'Argentine et travailler depuis leur ordinateur depuis Salta, du sud. Et pour monter, on va dire, une entreprise ici, est-ce que tu crois que c'est le moment 2026? Oui. S'il y avait un moment dans l'histoire depuis que je suis ici en Argentine, c'est maintenant le moment, effectivement. Ou alors début de Menem. Ou alors au début de Menem. T'étais trop jeune. J'étais trop jeune. Et en plus, non, mais la différence avec la situation actuelle, c'est qu'avec Menem, c'était complètement fictif, l'économie. C'était 1 peso égale 1 dollar, et derrière, il y avait un endettement. Là, il y a eu une réparation de l'économie qui est un peu plus réelle, quand même. Qui a toujours ses problèmes, je ne suis pas en train de glorifier le gouvernement actuel ni rien, mais il y a une tentative beaucoup plus sincère à ce niveau-là que ce qui s'est passé dans les années 90. L'Argentine, il faut savoir pour les Français, c'est très important, l'Argentine c'est un juste milieu entre le modèle social européen et la liberté américaine. C'est un pays du tiers-monde, qui a ses difficultés économiques, mais qui prétend avoir une éducation et une santé publique gratuite et de haute qualité. Et c'est le cas pour la santé. Il manque de moyens, bien sûr. On aimerait que ça soit beaucoup mieux, mais en tout cas, ils ont ce système-là, comme on l'a nous là-bas. Et par contre, on n'est pas écrasé par les impôts, écrasé par une structure qui veut enlever chaque centime de chaque entrepreneur. Donc c'est un climat plus propice pour monter sa boîte, ou en tout cas essayer sa start-up, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Et avec un monde interconnecté comme aujourd'hui, on peut même créer une start-up ici pour travailler en France. On peut avoir sa SAS en France et travailler depuis l'Argentine. Aujourd'hui, l'Argentine est chère pour vivre. Ça a augmenté, Ça a énormément augmenté. Et avec ce gouvernement qui est supposé être le plus libéral, le plus ouvert, il y a quand même de l'inflation, donc c'est un pays cher qui devient encore plus cher. Il y a eu d'autres époques où quand tout était bloqué, on avait quelques euros, quelques dollars, on était les rois du monde, les rois du pétrole ici en Argentine. Mais en même temps, c'est ce qui permet au pays de grandir. Donc, faut apprendre, celui qui vit en Argentine, il faut qu'il sorte de sa zone de confort, de la tranquillité, de pouvoir voir au futur à 50 ans. Il n'y a pas de crédit à 50 ans ici en Argentine, ça n'existe pas ça. Et accepter les changements, mais si on arrive à accepter ces choses-là, on y vit très très bien. Quand mes différents business ou entreprises avec lesquelles j'ai participé, j'ai toujours été présent au sein de la Chambre de commerce et d'industrie franco-argentine, qui me connaissent d'ailleurs depuis bien longtemps. Et tu en as eu besoin en fait, quand tu as commencé justement, tu es passé par eux?
Alors quand j'avais ma société d'agroalimentaire, j'en faisais partie, j'allais au cocktail, j'allais au tout, mais j'avais pas vraiment avec qui échanger parce que c'était un business très particulier. D'accord. J'avais pas vraiment. Ça te faisait rencontrer des gens. C'était bien pour boire un verre, voir des Français. Et voir des, voilà. Non, voir des Français surtout. Voilà, c'était ça. Ouais. C'était ça. Mais ça sert à beaucoup d'autres entreprises, mais pas juste dans mon type de business, c'était pas forcément utile. Mais c'est comme ça que j'ai commencé effectivement à faire partie de la communauté, à participer dans la communauté, à connaître des gens qui faisaient d'autres choses dans le social, et voilà, et à participer de tous les différentes. Bien sûr. Association de la communauté, comme je te racontais avant dans la French Tech, donc la French Tech, la Chambre de commerce, la Fondation d'entraide. Okay. Donc effectivement, ça faisait pas mal de choses. Et donc la Fondation d'entraide, c'est là vraiment où tu as travaillé le plus, toi. C'est là où tu t'es investi le Non, là où je me suis investi le plus, c'est dans la Fédération des associations. Ah, la Fédération des associations. Je me suis présenté... je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça. Mais on parle de tout ici, vas-y. D'accord. Donc je me suis présenté aux élections pour être conseiller des Français de l'étranger, qui est le nouveau titre des conseillers consulaires qu'il y avait avant, avec un petit peu plus de lest. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, alors est-ce que tu peux résumer, c'est quoi, quel est ton C'est la représentation des Français d'Argentine uniquement, face au consulat et à l'administration française en général. D'accord. Donc en fait, un Français ne peut pas s'adresser directement au consulat. Si, ils peuvent, ça, bien sûr, ils le font, ils s'adressent au consulat, mais quand ils ont besoin d'aide ou ils ont besoin de gens pour les aider à monter un dossier, que ce soit de retraite, que ce soit, le consulat, ils s'en occupent pas de ça. Il faut savoir quand même que 7000 Français sur 11 000 de la liste électorale ne parlent pas français. Ce sont des franco-argentins. Donc ils ont besoin d'aide aussi pour tous les... Tu es une sorte d'avocat, quoi. Une sorte d'avocat des Français, tu les représentes quand il y a un problème. J'ai remplacé Michel Goupil, qui elle était avocate directement pour ça. D'accord. Pourquoi je disais avec un petit peu plus de lest le conseiller des Français à l'étranger? Parce qu'on touche aussi au sujet éducatif, on fait partie des conseils d'établissement, on travaille avec le COCAC, qui est le conseiller d'action culturelle, l'attaché culturel si on veut quelque part. On échange aussi avec l'ambassadeur. Et puis, on est grand électeur pour les sénatoriales, les sénateurs des Français de l'étranger. Il faut savoir qu'il y en a des députés et des sénateurs des Français de l'étranger qui nous représentent. Et heureusement, d'ailleurs, vu qu'en 2025, on est passé à un vote de devoir payer des impôts en tant que Français de l'étranger, juste par détenteur d'un passeport français. Donc, ça c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Il faut répondre à peu près une vingtaine de demandes de citoyens par semaine, complexes des fois. Alors, il y a des situations aussi des fois un peu plus compliquées, de violence intrafamiliale, des sujets... Et finalement, tu passes plus de temps là-dedans que dans ton travail réel, ta profession. Aujourd'hui, oui. Depuis que j'ai monté la fédération, oui. Alors, pourquoi la fédération? Parce qu'on parlait des années 90. On était une communauté de plus de 35 000 Français en Argentine. Donc, il y avait plein d'associations qui ont été créées, qui avaient toutes leurs raisons. Et mon constat, un petit peu en 2020, quand j'ai commencé à prétendre être conseiller, c'était justement que toutes les associations étaient un petit peu déconnectées, chacun dans leur coin, en train de mourir à Follon. Elles étaient en train de mourir à Follon. D'ailleurs, on a perdu des associations qui avaient du patrimoine, des appartements, Et donc, Mais attends, tu vois, je vais rentrer dans les détails, mais pourquoi tu t'as senti qu'il fallait que tu t'investisses là-dedans? Là, on rentre dans du personnel, mais pourquoi? Tu aurais pu très bien passer à autre chose. Oui, mais c'était naturel, parce que j'avais commencé au collège de mon fils. Alors, il faut savoir que les collèges et lycées français sont participatifs, les parents participent, que ce soit de délégués de classe, au conseil d'école, au conseil d'établissement. Dans l'école où allait mon fils, même à l'assemblée où est voté le conseil d'administration, donc c'est vraiment très participatif. Tu tenais déjà un rôle. Et je tenais ce rôle, j'ai été même élu président de l'association des parents d'élèves, donc j'étais vraiment très investi dans dans l'action sociale, on va dire. Totalement, avec qu'est-ce qui se passait avec l'éducation française pour nos enfants ici en Argentine. Et le pas naturel, c'est quand on n'avait pas de réponse à nos questions, c'était à qui il faut demander, donc à chaque fois on montait d'un cran, c'était les conseillers, le consul, l'ambassadeur, le ministère. Et donc j'ai très vite compris que si on veut vraiment faire des changements qui ont des résultats, qui ont des conséquences, il fallait se présenter aux élections du conseil d'État. Et donc là, tu as été élu aux élections, c'était en quelle année? Alors ça aurait dû être en 2020, mais on sait ce qui s'est passé en 2020. Donc avec la crise Covid, on a dû reporter l'élection en 2021. Donc c'était la campagne la plus longue de l'histoire, parce qu'on a commencé la campagne en 2020.
Tu as été élu en 21, non, et ça c'est quoi? C'est 4 21. ans, 5 ans? 5 ans. C'est 5 ans. Ouais, le mandat c'est 6 ans normalement. Donc là, ah oui, donc à à cause du corona, tu as raté un an. Ouais, exactement. C'était 2020-2026. Exactement. Ok, très bien. Alors on fait pas de politique. Sans faire on de fait pas de politique, monté... mais là tu vas te représenter, mais on n'est pas là pour faire ta pub. Et ça va être 2026-2032, c'est ça? Exactement. Ouais. Ok, très bien. Et par rapport aux associations, parce qu'on parlait du constat qu'elles étaient en train de mourir affolant, une fois élu, j'ai tout mis en œuvre pour monter une fédération qui puisse unir toutes ces associations. Il y a combien d'associations françaises? Une cinquantaine d'associations quand même dans la fédération. Après, il y en a d'autres qu'on n'a pas réussi encore à contacter ou qu'on ne trouve pas les contacts dans tout le pays. Exactement. L'idée, mais la grosse majorité, elles sont à Buenos Aires. Oui, d'accord. Oui, mais on trouve j'ai trouvé des joyaux en Argentine, c'est incroyable. Il y a la Société française de Tucumán, par exemple. Oui. Ils ont des plaques de mémoire de Français de Tucumán qui sont allés à la Première Guerre mondiale. Ils ont donc tu as commencé à répertorier tous les bâtiments, enfin, ou les associations. Tu es allé sur place, tu es allé discuter avec les gens bien aussi. Sûr, à Mendoza, à Tucumán, bien sûr. Oui. Donc au niveau historique, c'est déjà intéressant. Enfin, je veux dire, au niveau est-ce que tu savais par exemple que le patrimoine, enfin, c'est tu sais, le sucre Ileret, c'est une famille française, c'est des agronomes dans le sucre qui sont partis à Tucumán. Sur Tucumán, bien sûr. Et dans la canne à sucre. C'est une famille française. Voilà. D'accord. Et on a même le tombeau Ileret dans la partie française du cimetière à Tucumán. Tiens. J'ignorais. C'est passionnant. Ok. Donc c'est bien, ça te fait voyager un peu, connaître beaucoup de familles qui sont d'origine française, mais comme tu as dit, qui ne parlent même plus un mot de français, j'imagine. Mais bon, ils ont des archives, des vieilles photos, des trucs. Exactement. Non, mais plus que ça, ils ont même des Clémenceau est venu à la Société française de Tucumán. Clémenceau est passé à Tucumán, ça j'ignorais. Ouais, d'accord. Il y a un de mes collègues, conseiller, Jérôme Guillot, qui a créé une association qui s'appelle Galia, qui est justement un petit peu le recueil de la mémoire de l'immigration française en Argentine. Okay. C'est pas pour les faire de la pub politique, mais c'est très bien. Je trouve que c'est très sinon bien. je toucherais Mehdi pour ça. C'est très bien, c'est très intéressant comme projet. Ok, très bien. Jaurès, il est resté qu'à Buenos Aires, non? Enfin, je sais pas, tu sais pas ça. Voilà. Et non, mais c'est bien ce que tu fais, c'est vraiment. Mais ça, attention, c'est du bénévolat ou ça c'est uniquement bénévole? C'est 100% bénévole. C'est 100% bénévole en plus. Mais on touche un dédommagement en tant que conseiller des Français à l'étranger pour nos déplacements. D'accord. Ça représente pas grand-chose. D'accord. Mais je dépense plus que ce qu'on touche avec le dédommagement. J'imagine, Au collège, avec le Covid. D'accord. Seulement une demi-heure de cours pour les élèves. Oui. Au début, on est une communauté, les parents, bon d'accord, on paye 100% de la facture, mais c'est pas grave, ça va s'améliorer. Bon, une demi-heure de cours par Zoom, bon d'accord. Parce que la moitié des profs n'étaient pas à jour avec la technologie, l'autre moitié voulait pas apparaître dans des vidéos, les syndics s'y sont mêlés, enfin bon, toute une histoire. J'avais pas pensé à tout ça. 2 mois, 3 mois. Au bout de 3 mois, les familles commencent un petit peu à en avoir ras-le-bol, de payer 100% de la facture et pas avoir de cours. Donc, représentant des parents, président des parents d'élèves, Laurent, t'en es où quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors je demande au directeur à l'époque, ah bah non, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. D'accord, je demande à l'élu, la conseillère des Français, non, bah on va essayer de voir avec le consul, je parle au consul, rien, le COCAC, donc le conseiller d'action culturelle, l'attaché culturel si on veut, rien, l'ambassadeur, rien, je dis bon, maintenant ça suffit, j'appelle un des sénateurs, Christophe André Frassa, à l'époque, je l'appelle un jeudi, le lundi de la semaine, il appelle l'école, le lundi de la semaine d'après, on avait 3h30 de cours. D'accord. Donc les sénateurs ont une action concrète sur notre vie de tous les jours. D'accord. C'est pour ça que c'est important de bien choisir les conseillers. Non, mais tu vois même, on va dire le français normal qui habite à Paris, la plupart du temps ne savent même pas à quoi servent les sénateurs. Donc voilà un exemple. Les Français de l'étranger, c'est vive au Sénat. Parce qu'à chaque fois qu'on vote un député d'Amérique latine, de la zone, ils vont faire leur politique politicienne, leur future politique à Paris, ils oublient complètement les Français de l'étranger. C'est les sénateurs de tous les partis, de tous les partis confondus, qui œuvrent pour les Français de l'étranger. Justement, tu me disais, il y a quelques Français qui te demandent de l'aide, et en général, quel est l'aide qu'ils demandent en général? Le champ est assez élargi, ça va depuis des démarches administratives, certificats de vie pour les retraites, le lancement des retraites, ils ne savent pas par où commencer, ils pensent qu'il faut appeler directement en France, ils ne savent pas qu'il y a des conventions entre la France et l'Argentine, il faut tout revoir
de zéro. Il y a quelques Argentins, mais pas beaucoup, qui demandent par rapport au passeport. C'est pas vraiment notre rôle. Oui, parce que ça, ils peuvent se il y en a débrouiller beaucoup. tout seuls. Alors, ça dépend des périodes aussi. Ça dépend de l'action que mène le consulat, pardon. Ouais. Par exemple, il y a quelques années, ils étaient en train d'éradiquer des Français, c'est-à-dire dans le sens où si tu n'apportes pas les preuves qu'il faut, bah, tu perds la nationalité. Ah, il y en avait beaucoup qui me demandaient de l'aide pour obtenir le certificat de nationalité qui s'obtient au palais de justice à Paris. Parce qu'au bout de certaines générations, peut-être qu'ils... Les administrations, ils viennent, ils regardent dans leur système s'il manque des papiers, des gens qui ont été nationalisés mais c'est pas clair et tout, ils demandent, et c'est normal, des preuves. D'accord. Et puis j'imagine qu'ils font ça dans tous les pays aussi. Enfin, oui, bien sûr. C'est normal. C'est des règles qui descendent. Pour savoir véritablement combien il y a de Français à l'étranger. Qui descendent du ministère. C'est des règles du ministère. D'accord, donc en fait, oui, c'est très varié. Et donc, c'est toi qui fais seul enfin, tu as toute une équipe derrière il n'y a que toi seul qui fait toutes les démarches et les aides. Une fois qu'on est élu, c'est seulement les élus qui s'occupent de tout ça. D'accord, ok. Mais ça va plus loin, ça va avec les aider pour obtenir les bourses scolaires, les aides sociales, enfin, il y a pas mal de trucs. Les associations pour obtenir une subvention aussi de l'État. C'est la relation entre la communauté et l'État. Ok. Ah ouais. Bon, non, mais c'est incroyable ce que tu fais. Bon, c'est bien. Merci. Voilà, non, mais voilà, franchement. Alors que peut-être on vote pas du tout les mêmes partis, tu vois. Donc je le dis tout de suite, ça n'a absolument rien à voir, mais au moins il faut reconnaître que tu fais du travail. Mais là-dessus, j'ai fait un commentaire là-dessus hier soir, justement sur les réseaux, parce qu'on m'avait donné une réponse comme ça. Moi, je préfère voter tel autre parti. Oui. Et c'est quelque chose qui est en train de changer depuis 2-3 ans, je trouve. On a politisé ce poste. D'accord. Le poste de conseiller reste quand même un élu de proximité, proche des citoyens, pour les aider dans leurs problèmes administratifs. Donc, parler d'être d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, enfin, ça change pas grand-chose au moment où il faut leur donner une bourse. On a peut-être un critère plus je veux dire, c'est un peu comme un maire. En fait, c'est ça. Le maire, c'est à peu près la même chose. C'est la proximité, mais bon. On peut marier personne, nous. Voilà, donc toi, t'as moins de droits, t'as moins de devoirs aussi. L'écharpe non plus. Exactement. Ok. En tout cas, ça a été très politisé. Effectivement, je crois que cette élection va être marquée par les drapeaux politiques plus que les gens qui ont vraiment aidé dans la communauté. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Je te le dis, je vais essayer d'aller contacter les autres listes, pour pas qu'on dise après que je t'ai mis en avant parce que je t'aime bien ou parce que tu m'as donné 10 000 euros. C'était entre nous, ça. Tu me feras un virement, s'il te plaît. Et donc, j'irai quand même aller voir les autres, d'ici le mois de mai, pour savoir un peu leur cheminement aussi. Politique, ça viendra après. Voilà. Je te passerai même leur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Ah ben, tu vois, c'est sympa. Voilà, je leur dirai que je viendrai de ta part. Voilà. Ils vont être étonnés peut-être là, ils vont être étonnés. Non, on a quand même, faut dire, justement, comme c'est un poste de proximité, je trouve qu'on a très bien bossé pendant ces 5 ans. Les 4 conseillers. Oui, parce que vous êtes 4 conseillers de listes différentes, il faut bien dire. Un de chaque liste. Un de chaque liste, donc il faut quand même que vous soyez d'accord entre vous. Des fois non, peut-être. Des fois non. Ou des fois non. On a toujours fait des réunions pour débattre ensemble avant. On a fait plein de communiqués, les 4 ensemble, plein de lettres au ministère avec des erreurs de l'administration graves, parfois. On a signé tous les 4. On a fait du travail collectif. Très bien. Alors j'ai souvent l'habitude de demander, et toi qui es là depuis 34, 35 ans peut-être, voilà. T'as toujours envie de vivre dans ce pays? Comme tout en Argentine, il y a des périodes. Il y a des périodes? Il y a des périodes où j'ai pensé, il y a quelques années, rentrer en France. Mon fils aîné était encore petit, donc c'était encore pas un choc de déménager en France. Aujourd'hui, il vient d'avoir 12 ans, ça commence à être un peu difficile. Il a ses amitiés, ses repères. Je le vois difficile. Mais effectivement, oui, j'y ai pensé plus d'une fois d'essayer de rentrer en France. C'est pas si simple. Une fois qu'on a un certain niveau économique, une certaine zone de confort, retrouver la même zone de confort en France ou ailleurs, c'est quand même et puis tu n'es pas tout seul, tu es marié avec une Argentine. Je suis marié avec une Argentine qui a sa famille ici. Voilà. Et la famille argentine, c'est important. C'est très très important. Tu es obligé d'aller à l'Asado tous les dimanches? Pas tous les dimanches, mais on y va. Oui. Ah ouais. Ça fait 20 ans qu'on fait toutes les fêtes chez mes beaux-parents. C'est obligatoire. Ils sont à Buenos Aires aussi. Ils sont à Martinez. Ils sont à Martinez, ok. Ouais, d'accord. Mais oui, j'y ai pensé. Ouais, bien sûr, bon, c'est normal. Après, aujourd'hui, je pense que
à moins que ça soit une expatriation de 3 ans quelque part, ça me ferait plaisir parce que étant jeune, avec mon père en tant qu'expatrié ici, on partait en voyage dans le monde entier. Je suis même allé en Antarctique, à Bora Bora, enfin, j'ai fait toute l'Amérique avec ma famille, j'adore voyager. D'accord. Et donc oui, j'ai quand même il me reste une petite envie d'aller voir ailleurs. D'aller globe-trotter. Ouais. Ok. En tout cas, pour l'instant, tu es là. Au niveau de la famille déjà, et puis de toutes tes activités aussi. Il me reste de la famille en France en plus aussi. Mais tu y vas en fait, tiens, de temps en temps. J'y vais de temps en temps. J'essaie d'y aller une fois par an, c'est pas tout le temps possible. Mais ils sont dans quelle région? J'ai une sœur à Paris, une sœur à Bordeaux, des cousins à Grenoble. Donc tu fais la tournée des popotes quand tu... J'essaie. La plupart des fois, j'y vais pour le boulot ou pour justement les sénatoriales ou pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Et du coup, j'y reste une semaine ou deux à Paris. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, tu es encore là. Je suis encore là. Bon, très bien. Écoute, je te remercie. C'était intéressant. Un vrai plaisir pour moi. Merci à toi. Et puis, on va suivre les élections. Je pense qu'après les élections, j'irai interroger celui qui a gagné. Les quatre vont gagner. Donc. Il y en a 4 qui gagnent. Non, mais c'est très bien. Et puis bon, on a un autre point de vue sur l'Argentine. Et c'est quand même... voilà, en tout cas, 2026, donc une année pour les Français pour venir peut-être s'installer. En tout cas, tâter le terrain, voir un petit peu ce que vaut ce pays. Et je reçois déjà des contacts. Il y a déjà des entreprises françaises qui tâtent le terrain pour voir si c'est intéressant de venir. Ou des gros groupes, hein, même, je pense. Des groupes qui rachètent des boîtes argentines. Oui, c'est normal. Hein. Mais elles ont un peu peur parce qu'elles ont connu les années 90. Enfin, je sais pas, tu étais peut-être jeune à l'époque, mais c'était le miracle argentin. Il y avait ça dans tous les journaux français. Le miracle argentin. J'avais 7 ans, je me rendais déjà compte. Non, mais je me rappelle déjà de penser comment c'est possible qu'un dollar, ça soit 1 peso si un dollar, c'est 7 francs. Et je pensais, la France et l'Argentine, c'était pas la même hauteur, donc je ne trouvais pas ça normal. Non, mais comme on dit, il y a un dicton ici en Argentine pour expliquer la situation des boîtes françaises, el que se quema con leche, voit une vache et pleure. Donc c'est un peu la situation. Il faut plusieurs années de stabilité pour que la confiance revienne. Je pense. Mais ça commence, comme je disais. Il y en a déjà qui me contactent pour investir, pour voir un petit peu ce qu'il y a sur le marché. Bon, très bien. Bon, écoute, à très bientôt. Merci de m'avoir reçu chez toi, dans ce country. Et puis, on se tient au courant. Hein, on verra au mois de mai. Merci. Et si tu veux que je vote pour toi, tu sais ce qu'il faut faire. Hein. C'était comment le virement? C'était à quelle heure? Une petite enveloppe, ça sera mieux. Allez, ciao, au revoir. À bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.